Voici Maurice, le poisson rouge. Son histoire, c'est aussi celle de Nemo, Moby Dick, Cléo, Bubule. Tous ces petits sobriquets dont nous l'avons affublé. Pour beaucoup d'entre nous, Maurice est l'égérie de toute sa famille animalière, les poissons. Pour la plupart des humains, impossible de leur accorder une quelconque forme d'intelligence. Mais Maurice est-il vraiment cet animal bêta dont la mémoire ne dépasse pas les 3 secondes? Et si nous nous trompions? Des abysses aux flaques temporaires, des ruisseaux aux cascades, dès qu'il y a de l'eau sur le globe, les poissons sont là. Et depuis bien plus longtemps que nous. Mais que savons-nous d'eux? Sur tous les océans, des scientifiques imaginent d'incroyables expériences pour tester chez les poissons différentes facettes de ce que l'on appelle l'intelligence. Leurs facultés cognitives, leur mode d'organisation, leur capacité d'adaptation et même leurs émotions. Ces découvertes sont surprenantes. Et si certains poissons étaient des êtres doués d'une intelligence insoupçonnée? Et si Maurice n'était pas aussi con qu'on ne le croit? Chercheurs japonais a prouvé que des poissons rouges étaient capables de dissocier la toccata de Bach du Sacre du printemps de Stravinsky. L'exercice pour les poissons consistait à se regrouper dans un coin ou l'autre de l'aquarium en fonction de l'écoute de ces deux morceaux pour avoir le droit à une récompense. On peut se demander quelle serait l'influence de la musique. Écoutez donc, partage le même principe. La musique habitue nos mœurs, mais pas celle du reste des animaux. Cette prouesse offre une porte d'entrée sur la supposée intelligence de ces animaux. Maurice le poisson rouge serait un être sensible au son. Ses capacités auditives interrogent. S'ils entendent, les poissons sont-ils aussi capables de s'exprimer? Ils n'ont pas de corde vocale. Alors comment les poissons seraient-ils en mesure de produire des sons? Dans le Pacifique, en Polynésie française, le lagon de Moorea est un terrain de jeu idéal pour étudier les paysages sonores du récif corallien. Éric Parmentier et David Lekini sont bioacousticiens. Les deux chercheurs partent à la pêche au son dans le lagon, munis d'un hydrophone. Ce microphone résistant à l'eau va transformer les ondes acoustiques en signaux électriques. Les chercheurs isolent un son bien particulier. Il provient de ces demoiselles, une famille de poissons typiques des récifs coralliens. Ce qu'on entend parfaitement, ce sont ce qu'on pourrait appeler les roucoulements. Ça fait un truc du genre... Alors le mécanisme est assez marrant. C'est un mécanisme, il faut s'imaginer, donc on a la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Et puis il y a la langue. Il faut s'imaginer qu'il y a un ligament entre la langue et la mâchoire inférieure. Et lorsque le poisson tire la langue vers l'arrière de la bouche, c'est à chaque fois la bouche qui est fermée. Et donc il est capable de fermer comme ça sa bouche une dizaine de fois très vite. Et c'est ce qui donne le bruit du roucoulement. Malgré leur absence de cordes vocales, les demoiselles parviennent donc à s'exprimer. L'oreille avertie des scientifiques leur permet d'identifier un autre son issu d'un mécanisme différent. Donc
Donc c'est pas un prout, hein. C'est des poissons soldats, des ii comme on appelle ici en Polynésie. C'est un son qui est fait à partir de muscles qui vont activer la vessie natatoire. Donc la vessie natatoire, c'est une poche qu'ont les poissons et qui d'abord sert à aider le poisson à rester stable entre deux eaux sans couler. Et ici, chez les poissons soldats, on a deux muscles qui partent du crâne, qui vont vers des côtes, et ces côtes sont en relation avec la vessie natatoire. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'on a pu déterminer que c'est la vitesse de contraction du muscle qui donne la fréquence du poisson. Tous les sons sont différents. Là, ici, on devrait, in fine, aussi dire, quand on entend le son d'un poisson, de pouvoir dire c'est telle espèce. Mâchoire qui claque, contraction de la vessie natatoire à la manière d'un tambour, tout est bon pour se faire entendre. Mais pourquoi les poissons s'expriment-ils autant? Qu'ont-ils donc à raconter? David Lekini et son équipe effectuent régulièrement des plongées en apnée pour documenter ce chant sous-marin à l'aide d'hydrophones et de caméras. Depuis 20 ans, ils ont recueilli les productions sonores de près d'un tiers des 1300 espèces du lagon. Et ils sont même parvenus à en décrypter les nuances et à en interpréter quelques bribes. Les récifs coralliens, c'est une cacophonie organisée acoustiquement où il y a beaucoup d'espèces qui communiquent pour différentes raisons. C'est ce que l'on est en train d'entendre ici avec la toti, donc le poisson demoiselle. Au moment de la reproduction, le mâle va émettre des signaux acoustiques, des sons pour attirer les femelles. Un autre mode de communication, c'est pour interagir entre les individus. Quand il y a un poisson qui arrive dans la zone de l'anémone, le poisson clown va émettre des sons pour faire fuir l'autre poisson en disant « ici, t'es chez moi ». Quand il y a un prédateur, à ce moment-là, les poissons vont émettre des sons de détresse. Ils communiquent aussi quand ils naviguent pour s'orienter dans le lagon, car le lagon est très grand ici à Moorea. Séduire, informer, alerter, loin d'être muets, certains diraient comme des carpes, les poissons ont leur façon bien à eux de se parler sous l'eau. Cette communication acoustique, chez les poissons, on peut dire c'est du langage, comme nous là, chez les humains. Donc ils communiquent en permanence, toujours avec un but. Et c'est comme finalement Maurice dans son aquarium. Et ils entendent tout ce qu'on dit à différentes fréquences, à différentes périodes du jour et de la nuit. Mais tous ces poissons sont-ils capables de se souvenir de ce dont ils viennent de parler? La réputation du poisson rouge, selon laquelle il a une mémoire de seulement 3 secondes, continue de faire beaucoup de tort à Maurice et à ses congénères. Et si elle était infondée? La mémoire est une autre facette essentielle pour appréhender l'intelligence de certaines espèces de poissons. Pour tester la mémoire de Maurice, nous allons essayer de le dresser. Sera-t-il possible de lui apprendre à se souvenir de petits tours? Défi lancé. Nous allons tenter l'expérience en entraînant Maurice durant plusieurs semaines à mémoriser différents parcours dans son aquarium. Dans un premier temps, Maurice doit apprendre à suivre cette baguette. Dans celle-ci se trouve une récompense, véritable motivation pour que l'animal se prête à l'expérience. Rapidement, Maurice comprend que la baguette est associée à de la nourriture. Mais va-t-il s'en souvenir? Et combien de temps?
Les poissons rouges sont l'une des toutes premières espèces à avoir été utilisées pour ce genre d'expérience comportementale. Les scientifiques les observent dans leur bassin depuis longtemps. Ils se sont aperçus que s'ils les nourrissaient à une certaine heure ou à un certain endroit, les poissons revenaient toujours dans cette zone et leur faisaient la fête. Ils ont alors eu l'idée de les entraîner à faire des choses plus compliquées. Dans la campagne d'Oxford, en Grande-Bretagne, les éthologues Kate Newport et Anna Garcia travaillent sur la mémoire spatiale de différentes espèces de poissons. Elles ont imaginé d'incroyables protocoles pour tenter de prouver que les poissons rouges sont bien plus mémorieux qu'on ne le croit. Comme ce couloir de sprint, composé de panneaux rayés. Les deux chercheuses vont ainsi observer si le poisson rouge est capable ou non de retenir une distance à effectuer. Ce qui est récompensé, c'est de parcourir cette distance à prise, puis de faire demi-tour pour revenir. Une fois que les poissons ont appris ce parcours, ils nagent jusqu'ici, s'arrêtent, sans aller jusqu'au bout. Puis ils font demi-tour pour revenir au point de départ. Une fois cet apprentissage fait, une question se pose. Comment le poisson sait qu'il a bien parcouru la bonne distance? Est-ce par instinct ou, plus difficile à imaginer, est-ce en se repérant grâce à la fréquence des bandes franchies? L'expérience britannique consiste à mettre des rayures moins larges de moitié sur le parcours du poisson. S'il se repère juste à la distance parcourue, il doit donc franchir 2 fois plus de rayures. S'il se repère au nombre de bandes, alors le poisson effectue la moitié du parcours appris. Alors ils vont pas continuer, ils vont juste venir jusqu'ici et faire demi-tour. Exactement. Parce qu'une fois arrivés ici, ils ont retenu les mêmes informations spatiales qu'ils avaient perçues avec des bandes 2 fois plus larges. Ils pensent avoir parcouru le chemin qu'ils ont appris, donc ils font demi-tour et rentrent pour obtenir leur friandise en récompense. Le poisson se repère donc dans l'espace grâce à des éléments visuels dont il a une excellente mémoire, puisqu'il est capable de reproduire un parcours à la bande près. Combien de temps penses-tu qu'ils peuvent retenir ce genre d'exercice? Ils seront sans doute capables, par exemple, de se rappeler du chemin qu'on leur a appris, pendant des mois ou même des années, après qu'on les ait entraînés à le faire. Oui, l'idée que les poissons ont une mémoire courte et ne se rappellent de rien au-delà de 3 secondes n'a aucun sens d'un point de vue biologique. Enfin, comment feraient-ils pour trouver leur nourriture, leurs compagnons, leur maison? Comment se souvenir d'à quoi ressemble un prédateur si on n'a pas de mémoire? D'un point de vue scientifique, c'est tout à fait logique qu'ils aient une mémoire, et c'est ce que nous confirme une telle expérience. Mais alors, d'où vient ce cliché des poissons qui aura une passoire à la place du cerveau? Les gens pensent que les poissons ne sont pas très intelligents. Je crois que cela vient en grande partie de nos préjugés en tant qu'êtres humains. On considérait que les poissons étaient très différents de nous, qu'on était les seuls à être doués d'intelligence. Et donc c'était évident que les poissons, et tout ce qui n'était pas des primates, n'avaient aucune intelligence. Quand on observe la structure du cerveau, celui de l'homme est vraiment très gros. La couche externe des hémisphères cérébraux correspond au néocortex, la zone des fonctions cognitives. C'est le siège des émotions, de la logique et de la mémoire. Mais chez les poissons, on ne peut pas dire avec exactitude où se situe la mémoire. Nous pensons que c'est peut-être dans certaines parties de l'hippocampe. Mais il reste encore beaucoup de recherches à faire pour être sûr que c'est toute la mémoire, ou certaines parties de la mémoire, par exemple à court terme, qui pourraient s'y produire. Quant aux souvenirs à plus long terme, ils pourraient se former ailleurs dans le cerveau. Nous connaissons encore mal le fonctionnement cérébral du poisson. Pourtant, comme ceux de Kate Newport et d'Anna Garcia, ils sont de prometteurs sujets de recherche. Je suis fascinée par le fait que les poissons soient si différents de nous et par leur monde. Chez eux, tout est à l'opposé de ce à quoi nous sommes habitués.
Et pourtant, nous pouvons les entraîner. C'est comme si on arrivait à créer un lien et qu'on pouvait communiquer. Évidemment, ce n'est pas comme de pouvoir leur parler ou leur dire de faire quelque chose. Mais au final, quand j'entraîne un poisson, je comprends ce qu'il fait, il comprend ce que je fais. On a une espèce de relation tous les deux. Et je trouve ça incroyable. C'est vraiment génial. Voilà un préjugé qui coule à pic. La fameuse mémoire de poisson rouge va bien au-delà des 3 secondes. Après moins d'une semaine d'entraînement, Maurice est capable de suivre la baguette à travers des objets périlleux pour un poisson. Par exemple, ce cerceau. Ou ce tunnel exigu. Sans l'apprentissage de la récompense, il ne s'y risquerait pas. Maurice associe donc le parcours à une expérience positive. Un poisson peut donc être entraîné. Il est en mesure d'assimiler réussite à récompense, comme peut le faire n'importe quel autre animal dressé. Et c'est là aussi une forme d'intelligence à nos yeux. Alors pourquoi le croit-on bien plus bête qu'il ne semble l'être ? Au premier abord, les poissons n'ont rien à voir avec les mammifères, et encore moins avec nous, les humains. Et si nous nous considérons comme les rois de l'intelligence animale, il est clair que les poissons en sont très éloignés. Pourtant, nous avons avec certains d'entre eux bien plus en commun que nous pourrions le penser. Déjà, nous sommes comme eux, des vertébrés. Dans les sous-sols du Muséum national d'histoire naturelle à Paris, les collections révèlent d'étranges secrets qui permettent de retracer l'évolution de ce que l'on appelle les poissons et de comprendre cette immense famille. Les poissons, pour les scientifiques, ça n'existe pas. En revanche, pour le poissonnier, ça existe, bien sûr. Qu'on a mis classiquement sous le nom de poisson, actuellement. C'est un groupe absolument énorme. Et 33 000 espèces, il faut savoir que c'est presque 60% du nombre total de vertébrés actuels. Donc, et l'essentiel de la diversité des vertébrés, c'est les poissons. Alors c'est quoi, les poissons? On distingue 3 groupes. Celui des poissons osseux, un autre très différent, celui des poissons cartilagineux, comme les raies ou les requins, dont le squelette est constitué de cartilage, et puis un troisième, plus marginal, les lamproies. Dans cet arbre évolutif, nous, humains, apparaissons dans la branche des tétrapodes. Quand on regarde l'arborescence qui schématise les liens de parenté entre les êtres vivants, le moment où les branches des tétrapodes et des poissons osseux se séparent est beaucoup plus récent que le moment où la branche des poissons osseux se sépare de celle des poissons cartilagineux. En somme, le poisson rouge est plus proche de l'humain d'un point de vue évolutif qu'il ne l'est d'un requin. L'homme est terrestre, les poissons sont aquatiques, et donc on considérait que tout ce qui n'était pas sorti des eaux était donc primitif, puisque la sortie des eaux a été considérée comme quelque chose de plus évolué. L'évolution des poissons depuis 420 millions d'années, ce qui n'est pas rien, montre que c'est un groupe qui a eu le temps justement de se spécialiser et d'élaborer cette intelligence de survie dans le milieu. Les poissons, c'est un groupe absolument fascinant parce qu'ils ont su coloniser absolument tous les milieux et c'est un groupe qui est toujours en pleine évolution et sur lequel on découvre énormément de choses en permanence, outre des espèces nouvelles, mais aussi des capacités adaptatives qui sont absolument incroyables. Je pense que c'est un groupe en devenir plus qu'un groupe primitif. Chez Maurice, comme chez tous ses congénères, pas de pieds, pas de bras, pas de doigts. Les poissons paraissent dépourvus de tout membre qui pourrait leur permettre de manipuler un objet. Nouvel objectif du dressage. Apprendre à Maurice à déplacer le ballon dans la cage de but pour obtenir sa récompense.
Maurice n'a pas encore l'air tout à fait prêt à jouer dans l'équipe des Bleus. Mais il a bien plus d'un tour dans son sac. Il a une bouche. Elle va jouer un rôle déterminant chez certaines espèces, comme le coérodon, pour mettre à profit ce qui les entoure. Le biologiste Giacomo Bernardi a été le tout premier chercheur à observer et filmer un spécimen de cette famille pris en flagrant délit d'utilisation de sa cavité buccale. Le labre va déterrer la palourde. Ensuite, ce labre va nager pendant plus de 10 mètres pour trouver une enclume, le seul endroit dans le récif où il va pouvoir casser la palourde pour qu'il puisse la manger. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs morceaux de coquillage qui montrent qu'il vient ici régulièrement pour utiliser cet outil pour réussir à se nourrir. Habiles comme les corvidés pour casser des noix ou encore quelques singes, certains poissons seraient donc capables de manipuler des objets. Mais contrairement à leurs cousins terrestres, il est quasiment impossible de documenter ce type de comportement. Pour faire de la recherche sous l'eau, le gros problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Une plongée dure au mieux 1 heure, des fois 1 heure et demie, mais c'est pas suffisant pour faire des études de comportement. J'avais attendu de voir ce moment pendant 20 ans, 25 ans, et à un moment, j'ai vu ce labre qui a commencé à utiliser des outils. Vraiment, c'était extraordinaire. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, vraiment, c'est quelque chose de formidable. Il n'est pas rare pour les poissons d'utiliser leur environnement pour fabriquer leur nid, pour se cacher, ou même pour effectuer d'étranges dessins. Ce poisson-globe japonais est en pleine composition. Le mâle, pour séduire la femelle, lui propose un nid d'amour dans lequel frayer et déposer les œufs. Ce magnifique motif qu'il a dessiné dans le sable s'appuie nécessairement sur l'environnement et son usage conscient et sophistiqué. Alors que... Oh là là, Maurice reprend le ballon. Maurice, il va filer au but. Ouais, but! C'est le but de Maurice! Incroyable but de Maurice! Oh, c'est formidable, quelle émotion! Pardon, excusez-moi. Maurice n'est pas le seul champion du tir. On trouve dans les mangroves les poissons archers. Capables de pulvériser des jets d'eau à plus de 50 cm à la surface, ils assomment ainsi leurs proies et les récupèrent dans l'eau. C'est une espèce qui intéresse beaucoup les scientifiques, notamment Kate Newport, car ces poissons font des choix précis et délibérés qui permettent de tester leurs capacités visuelles et cognitives. Nous avons choisi les poissons archers parce que ce sont des prédateurs visuels et qu'ils sont capables de reconnaître des formes au-dessus de l'eau. Leur capacité à viser quelque chose de manière très précise signifie pour nous scientifiques qu'ils savent exactement le choix qu'ils font. Kate Newport et son équipe imaginent une expérience pour le moins étonnante. Leur but, montrer que les poissons archers sont physionomistes. Cette expérience se divise en 2 parties. La première étape a été l'entraînement. Ils n'avaient alors que 2 visages qu'ils voyaient tout le temps. Ils pouvaient cracher sur chacun, mais ils n'obtenaient une récompense que pour l'un des 2. Dans la seconde partie, on leur a compliqué la tâche. Pouvaient-ils toujours distinguer le portrait qu'on les avait dressés à reconnaître, mais cette fois-ci au milieu d'une foule de nouveaux visages. L'expérience est un succès. Les poissons archers sont capables de reconnaître le visage qu'ils ont mémorisé parmi plus de 40 autres visages inconnus. Kate Newport décide alors de mener plus loin ses observations. Dans une deuxième expérience, nous avons entraîné les poissons à distinguer 2 visages. Et tout ce qu'ils avaient vu jusqu'ici, c'était des visages de face. Alors nous avons fait pivoter les visages de profil. Et nous avons testé si les poissons étaient toujours capables de distinguer ces 2 visages d'origine. Une fois de plus, les poissons archers visent précisément le visage correspondant.
Nous, humains, faisons constamment appel à notre capacité à différencier un visage d'un autre. Alors, quelle conclusion tirer de cette expérience ? Ça a l'air d'une tâche très simple, mais ça ne l'est pas. Vous pouvez essayer avec un ordinateur, même en utilisant l'apprentissage profond. De nombreux programmes informatiques n'y parviennent toujours pas. C'est pour ça que je trouve cette expérience incroyable. Parce qu'à chaque fois, les poissons réussissent à distinguer les visages, même de profil, alors qu'ils ne les ont jamais vus sous cet angle. Ça signifie qu'ils sont capables d'extrapoler, malgré les différences énormes entre les deux images. Tout le monde adore la première expérience sur les visages de face, alors que celle-ci, c'est ma préférée. Certes, la science n'a pas encore démontré que les poissons rouges pouvaient être aussi physionomistes que les poissons archers. Mais Maurice n'a pas fini de révéler ses secrets. Si certains poissons sont doués de capacités d'identification, peut-on imaginer qu'il existe, chez ces animaux, des espèces capables d'avoir une perception de soi ? Pour évaluer cette faculté parmi les plus poussées de ce que l'on appelle l'intelligence, les scientifiques ont recours au test du miroir. Développé dans les années 70, il permet d'évaluer si un animal est capable de se reconnaître lorsqu'il est placé face à son reflet. Pour le déterminer, on appose une marque sur une partie de son corps que seul le miroir peut révéler à l'animal. S'il cherche à la retirer, c'est qu'il s'est reconnu dans la glace. Peu d'animaux l'ont réussi. Parmi les heureux élus, les bonobos, les éléphants, les pies bavardes, ou encore nous, les humains, mais seulement passé 18 mois. Et les poissons ? Pour répondre à cette énigme, direction la baie de Calvi, en Corse, dans la station scientifique de la Starezo. L'éthologue Alex Jordan est venu d'Allemagne pour y tenter une déclinaison de cette expérience inédite en mer avec des poissons. Merci beaucoup. Ok, alors ce matin, on va installer ces miroirs. C'est la première fois que je tente le test du miroir en pleine nature, en pleine mer. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc, quand on est prêt, si on a tout, caméra, miroir, filet... Ok, c'est parti. Let's go. Les trois chercheurs placent plusieurs miroirs sous l'eau, dans des zones particulièrement fréquentées par les poissons. Puis ils laissent tourner des caméras pendant 2 à 3 heures. Je ne m'attendais pas à voir autant d'espèces. Mais si on déclenche la GoPro et qu'on s'éloigne, tout d'un coup, on voit cette activité incroyable devant le miroir. C'est magnifique. Nous avons mis dans l'eau un objet bizarre. Les poissons n'ont jamais vu de miroir avant. Et pourtant, ils s'en approchent. Ils interagissent et ils font preuve d'agressivité et de comportements étonnants devant le miroir. Et même si on ne contrôle pas grand-chose, c'est déjà formidable de voir qu'ils réagissent. Je pense que c'est déjà une première victoire. C'est une première étape. Il est évident qu'il se passe quelque chose et qu'on va pouvoir aller plus loin. Difficile dans un environnement non contrôlé d'effectuer le test du miroir. Si Alex Jordan tente cette folle expérience en milieu sauvage sur les poissons de Méditerranée, c'est parce qu'il l'a déjà effectué en laboratoire sur son poisson de prédilection, le labre nettoyeur du Pacifique. C'est un vrai maniaque de sa propreté et de celle des autres poissons qu'il débarrasse de leurs parasites. Et s'il y a bien un animal qui peut réagir à une tache sur son corps, c'est le labre nettoyeur. Dans ce test, les animaux passent généralement par différentes phases. La première, c'est ce combat de bouche. Pour ce poisson, c'est un comportement agressif. On le voit attaquer le miroir. Le poisson tente continuellement d'agresser ce qu'il considère comme un ennemi potentiel.
Ensuite, on a ce comportement un peu bizarre. Normalement, lorsqu'un poisson nage à l'envers, ce n'est pas bon signe. Mais là, il y a ce comportement atypique, comme si l'animal faisait quelque chose de bizarre encore et encore, pour s'assurer du résultat dans le miroir. Les poissons qui passent ces deux phases du test accèdent à l'étape finale, qui consiste à leur attribuer une marque. Et là, on guette leur comportement de grattage pour éliminer la marque. C'est fou que ce petit poisson avec un cerveau minuscule ait réussi le test du miroir, qui est considéré comme le top du top pour mesurer l'intelligence animale. C'est assez incroyable. Cette faculté d'avoir conscience de soi est-elle seulement propre au labre nettoyeur? Ou tous les autres poissons en sont-ils capables? Mais alors, Maurice pourrait-il lui aussi se reconnaître dans un miroir? Pour sonder l'intelligence du poisson, poser ou ne pas poser la bonne question, c'est bien là en soi la question. Si on met Maurice devant le miroir, mais qu'il se fiche d'être propre, il peut comprendre l'effet du miroir. Il peut se reconnaître. Mais il ne va pas se soucier d'avoir une marque. Et nous en conclurons qu'il est stupide. Ça ne tient pas debout. Si vous demandez à un poisson de se nettoyer et que le poisson s'en fiche, alors naturellement il rate le test. Mais c'est de votre faute, pas de celle du poisson. Le poisson n'est pas idiot. C'est vous qui êtes idiot. C'est la question qui est mauvaise, non? C'est ça qui est le plus dur dans notre métier. Les poissons peuvent résoudre des problèmes qu'ils n'ont jamais rencontrés. Si on leur donne un exercice, ils peuvent apprendre aussi bien qu'un humain, un primate ou un oiseau. Et petit à petit, j'ai acquis la conviction que les poissons peuvent être très intelligents à bien des égards. Si le labre nettoyeur du Pacifique a conscience de lui, a-t-il aussi conscience des autres? Et si c'est le cas, serait-il capable d'ajuster son comportement social en fonction de qui il a devant lui? C'est dans son milieu naturel, dans les atolls polynésiens, que Léonore Bonin, chercheuse du laboratoire d'éco-éthologie de Neuchâtel, étudie le comportement du labre nettoyeur afin de comprendre le stratège qui se cache sous ses écailles. Une station de nettoyage, c'est simplement une structure. Ça peut être une structure rocheuse ou une patate de corail dans laquelle on va trouver des labres nettoyeurs. Et c'est un endroit où les poissons du récif vont venir pour se faire nettoyer. Ça veut dire se faire enlever les parasites par les labres qui se nourrissent en fait de ces parasites, des petites peaux mortes et des choses comme ça. Les poissons du récif connaissent les stations de nettoyage et ils vont venir et ils vont simplement attendre leur tour en fait pour se faire nettoyer. C'est en scrutant ce qui se passe dans ces stations de nettoyage que Léonore Bonin va tenter de valider une hypothèse. Les labres adaptent-ils leur comportement en fonction des poissons qu'ils rencontrent? Parmi les actions de déparasitage que les labres effectuent chaque jour, la scientifique a pu observer une hiérarchie dans leur façon de traiter leurs clients qui se divise en 3 grands groupes. D'un côté, les non-prédateurs, qui sont soit des visiteurs, soit des résidents. Ces derniers, comme les poissons clowns par exemple, ont un tout petit territoire affilié à la station de nettoyage. Ils sont donc toujours là et obligés d'attendre que le labre soit disponible pour s'occuper d'eux. Les visiteurs, quant à eux, peuvent changer de station si le labre est trop occupé. Ces poissons de passage semblent être la priorité numéro 1 du poisson nettoyeur
qui privilégie les poissons les plus susceptibles d'aller se faire nettoyer ailleurs. Et puis il y a les prédateurs. De manière générale, un poisson nettoyeur va être beaucoup plus coopératif avec un prédateur qu'avec une autre espèce de visiteur. Donc, par exemple, un prédateur assez commun ici, c'est la murène. Comme il y a cette possibilité de devenir la source de nourriture de ces prédateurs, effectivement, ils vont faire beaucoup plus d'efforts en fait, pour rester dans une interaction coopérative. Car en plus d'être maniaque, le labre nettoyeur a un sacré appétit. Et quand il a très faim, il ne se satisfait pas que des parasites des autres. Alors ces fringales peuvent lui coûter la fidélité de ses clients. On sait aussi que le poisson nettoyeur en fait, doit toujours lutter contre sa préférence alimentaire parce que lui, il préfère en fait, le mucus des poissons. On appelle ça de la triche parce qu'à ce moment-là, le poisson nettoyeur sort de la coopération et rentre dans un comportement de triche. Ces interactions de triche sont douloureuses pour les poissons qui sont victimes des élans carnassiers du labre. Dans ce genre de situation, il proposera un massage à vertu déstressante afin que le poisson revienne tout de même visiter la station de nettoyage. Ces petits animaux font donc preuve d'incroyables stratégies. Comme ils ont 2000 interactions par jour, ils ont l'habitude de se retrouver confrontés à des choix. L'interaction va aussi être modulée par l'audience. S'il y a des clients, des visiteurs ou des clients prestigieux, le poisson nettoyeur va avoir une tendance à être beaucoup plus coopératif, donc à moins tricher, à donner plus de massages, simplement à donner une interaction d'une bonne qualité pour le poisson client. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet d'audience et ça va venir moduler en fait le comportement du poisson nettoyeur. Donc ils sont en effet capables d'analyser en fait ce qui les entoure et de s'adapter en conséquence de cette information-là. Les labres ne trichent donc que dans des conditions propices. Un comportement rarement observé dans le monde animal. Les poissons nettoyeurs sont ainsi capables de s'adapter en fonction de l'image qu'ils souhaitent donner aux autres poissons, de modifier leur comportement selon le client, son espèce et le contexte. Léonore Bonin a aussi plusieurs fois observé des labres appâter des clients visiteurs en prodiguant des soins sur les clients résidents, ceux qu'ils ont toujours sous la main. Pour ensuite aller se régaler sur le visiteur qui avait mordu à l'hameçon. Une forme d'intelligence que nous, humains, nous traduisons par le mot « stratégie ». Voici une autre espèce étudiée de près pour ses capacités hors du commun. Les saumons sauvages se repèrent grâce à leur ouïe, leur vue, leur odorat. Ces super poissons sont également équipés d'un sens mal connu. Ils sont capables de percevoir le nord magnétique à l'aide d'atomes de métal dans leurs cellules. Ces navigateurs à boussole intégrée peuvent ainsi retrouver le lieu où ils sont nés afin de s'y reproduire eux-mêmes après quelques années en mer à faire le tour du monde. Bref, ils sont faits pour traverser le globe. Mais quand ces poissons sont parqués dans des fermes, ils ne peuvent plus parcourir les mers. Ils sont assignés toute leur vie à un même bassin. Dans ces conditions, de nombreux chercheurs s'accordent à parler de souffrance chez le saumon. Les poissons seraient-ils donc capables d'émotions ? Puisque les animaux ne peuvent pas verbaliser leurs états d'âme, nous ne saurons jamais s'ils ressentent ce que nous ressentons. Mais ce que nous pouvons faire, c'est observer leur comportement
et certains de leurs paramètres physiologiques, pour voir s'il existe chez eux un équivalent aux émotions humaines. Au Portugal, le biologiste Rui Oliveira et son équipe sont à la pointe de la recherche sur la façon dont les poissons ressentent la douleur. Les poissons sont équipés des mécanismes cellulaires et moléculaires pour ressentir les stimuli néfastes, pour y répondre soit en les fuyant, soit en les combattant. Et c'est une forme d'adaptation, parce que si vous ne ressentez pas les stimuli et si vous n'y répondez pas, alors vous êtes tué très facilement. Les chercheurs ont voulu aller plus loin. Si les poissons perçoivent et réagissent à leur propre douleur, seraient-ils également capables de réagir à celle de leurs congénères? Pour tester cette hypothèse, Rui et son équipe se sont intéressés aux poissons zèbres, une espèce connue pour son comportement grégaire. Et ils ont imaginé un scénario digne d'une télé-réalité. On montre à un poisson-test 2 vidéos du même individu. Devant le premier écran, un poisson nage de façon régulière, ce qui est un comportement classique. Sur l'autre écran, il nage de façon désordonnée. Il se déplace de façon très rapide, avant de se figer au fond de l'aquarium. Ce que nous identifions comme un comportement de détresse, car son état interne change, tout comme un être humain qui ressentirait de la peur, par exemple. Une fois qu'on a pu identifier ce stress, on a voulu savoir si ce poisson était capable de le reproduire ou non, comme une sorte de transmission émotionnelle. Dans un premier temps, le poisson-test imite le poisson de la vidéo qui est exposé à un produit douloureux. Comme lui, il s'agite, nage de façon frénétique, puis s'immobilise, prostré, au fond du bassin. Chez les poissons zèbres, il y a donc une réelle contagion émotionnelle. Plus étonnant encore, le poisson-test a le choix entre l'écran qui diffuse l'image d'un poisson calme et l'autre qui diffuse celle d'un poisson en détresse. Le poisson-test choisit d'aller vers celui qui va mal. Comment expliquer ce comportement? Nous avons voulu savoir s'il existe une forme de reconnaissance des émotions, ce qui sous-tend que les poissons ont une représentation des états émotionnels de leurs congénères. Dans notre expérience, nous observons que les poissons-tests nagent vers la vidéo du poisson apeuré et qu'ils restent près de lui. Je pense donc que ce comportement pourrait être le signe de quelque chose qui a pu évoluer par la suite vers ce qu'on appelle l'empathie chez les mammifères et les humains. L'expérience de Rui Oliveira trouve un écho jusque dans les fermes à saumon. Depuis quelques années, plusieurs chercheurs, notamment en Norvège, s'intéressent à la question de la dépression chez les poissons. Dans certaines fermes d'aquaculture, les animaux sont gavés aux antibiotiques pour compenser l'insalubrité, la proximité et la sédentarité qui les rendent malades. Mais des éleveurs les soignent également aux antidépresseurs, car ils remarquent que certains poissons trop stressés se laissent mourir. Si certains poissons peuvent ressentir des émotions négatives, peuvent-ils aussi avoir des émotions positives? Tiens, Maurice a bien changé. Oups. Voici donc Nemo. Et Maurice, 7e du nom, du coup appelé Maurice 7. Car malheureusement, comme dans bien des foyers, il y a eu quelques précédents Maurice discrètement remplacés par les humains de la maison. Il faudra sûrement quelques jours à Morissette et à Nemo pour s'apprivoiser. Désormais, nous savons que des poissons peuvent interagir entre eux, qu'ils sont des êtres sociables, capables de comportements complexes. Mais sont-ils également capables de s'attacher l'un à l'autre?
Pour répondre à cette question, Chloé Laubu et François-Xavier Dechaume ont participé à un programme de recherche sur l'attachement chez les poissons. Pour évaluer cette émotion positive, ils ont cherché parmi les espèces monogames de poissons celle qui pouvait le mieux illustrer une vie de couple solide et durable. Et ils ont choisi les cyclidés. La raison pour laquelle on travaille sur cette espèce-là, c'est que c'est une espèce qui ressemble exactement dans son comportement à ce qu'on a chez les oiseaux. On a des choix sexuels qui sont fins, on a des soins parentaux qui sont très élaborés, on a une construction du nid. Sauf que je voulais pas travailler sur les oiseaux, moi ça m'intéressait pas, ça m'amusait pas. Et donc on a été chercher une espèce qui ait ce comportement monogame très marqué. Une fois le couple formé, la plupart des cyclidés protègent ensemble le territoire et élèvent leurs petits. Plus les deux individus vont collaborer, plus grand sera leur succès reproducteur. Toute séparation devrait donc les affecter. Mais comment mesurer l'impact de cette séparation sur un supposé état émotionnel des cyclidés ? Les deux chercheurs ont adapté une expérience bien connue en psychologie. Le test d'ambiguïté. Pendant plusieurs jours, ils ont appris à des femelles cyclidées en couple différentes situations. Cas numéro 1. La solution positive. On place dans leur aquarium une boîte au couvercle noir. Lorsque les poissons ouvrent le couvercle, ils trouvent systématiquement un petit verre à manger. La boîte noire est alors assimilée comme la boîte à récompense. Cas numéro 2. La solution négative. Cette fois, c'est une boîte à couvercle blanc qui est introduite. Dès qu'elles l'ouvrent, les femelles cyclidées n'y trouvent rien. Très rapidement, elles sont capables de distinguer la boîte au couvercle noir et celle au couvercle blanc. Et puis, il y a le cas numéro 3. La solution ambiguë. Là où du coup on va pouvoir tester l'état émotionnel dans lequel se trouve le poisson, c'est en le plaçant devant une situation qui est intermédiaire. C'est une boîte avec un couvercle gris. Donc on a une boîte qui est ambiguë, le poisson ne sait pas, est-ce que c'est gris plutôt proche de noir et du coup il y a une récompense, je vais voir, ou alors est-ce que gris c'est plutôt proche de blanc, il n'y aura rien, j'y vais pas. Donc c'est vraiment sa perception, on a ici le verre qui est à moitié rempli, est-ce que le poisson va voir ça de manière optimiste ou pessimiste? Et là on a une mesure vraiment du coup quantifiable de l'état émotionnel dans lequel se trouve le poisson. Pour les femelles optimistes, celles qui, même dans le doute, allaient toujours rapidement ouvrir le couvercle gris, les chercheurs ont voulu savoir si elles gardaient le même optimisme une fois séparées de leur mâle. Ils ont donc durablement isolé ces femelles et chronométré leurs réactions en les replaçant devant les 3 cas, blanc, noir et gris. Et toutes ont mis beaucoup plus de temps à ouvrir la boîte ambiguë qu'elles ne l'avaient fait avant la séparation. Ces cyclidés paraissent donc changer de comportement et devenir plus pessimistes. L'absence de partenaire semble affecter la réaction des femelles au test de jugement. Peut-on en conclure qu'elles dépriment sans leur moitié? Et qu'à contrario, avec leur partenaire, elles se sentent mieux? Il y a une expression que j'aime bien, c'est l'effet lunette rose. De se dire, qu'est-ce que c'est qu'être dans un état émotionnel positif? C'est voir la vie en rose. Et puis le symétrique de ça, c'est quand votre partenaire est parti, on est un petit peu déprimé, et puis on voit la vie de manière plus pessimiste. Oui, ce que ça laisse penser, c'est que s'il y a un attachement émotionnel entre les partenaires, peut-être que ça a évolué parce que les soins biparentaux, les soins des 2 parents à leurs jeunes sont indispensables chez cette espèce. Un moyen au niveau évolutif pour garder, coller ces 2 partenaires ensemble, c'est peut-être qu'il y ait cet attachement-là émotionnel. Si le partenaire s'en va, je suis dans un état émotionnel négatif, du coup, ça garde les partenaires ensemble. Ils vont élever leurs petits ensemble, avoir un succès reproducteur plus important. Et donc, on comprend tout de suite l'intérêt adaptatif et comment ça a pu évoluer.
L'expérience menée par Chloé et François-Xavier a soulevé de nombreux débats dans la communauté scientifique. On a fait la preuve d'un concept. C'est-à-dire qu'on peut prouver que les émotions, l'attachement émotionnel existent chez au moins une espèce d'animal non humain. Et maintenant, l'étape d'après, c'est aller voir sur d'autres espèces. Savoir que les poissons ont des capacités cognitives fines et sont capables d'émotions, ça nous engage. On ne peut pas s'abriter derrière l'idée que le poisson est un animal froid et insensible. Morissette et Nemo ont donc peut-être eux aussi un petit cœur sensible. Mais un long et audacieux chemin scientifique, véritable jeu d'équilibriste entre l'anthropomorphisme et l'anthropodénie, reste à parcourir avant que l'on comprenne enfin tout à fait les poissons et les secrets de leur étonnante intelligence. Plus de 90% des océans sont encore inexplorés. Il nous reste tellement à découvrir de l'autre côté du miroir. Peut-être est-il temps d'ouvrir les yeux sous l'eau et de regarder avec plus d'attention nos compagnons aquatiques. Peut-être est-il temps de donner du crédit à nos cousins à nageoires.